Salut à tous, dans cette vidéo on va parler de ce petit accessoire qui s'appelle un color checker. Alors tu vas le voir, c'est un accessoire qui est bien pratique et qui va te suivre tout du long de la production, que ce soit du tournage mais également lors de l'étalonnage. Lors du tournage, ça va te permettre de paramétrer la bonne balance des blancs, mais également de bien faire sa mise au point si tu as des optiques manuelles par exemple, et également d'avoir la bonne exposition avec ces petits outils qui sont juste là. Et lors de l'étalonnage, rebelote, ça va te permettre de vérifier que tu avais la bonne balance des blancs ou de la recalibrer, d'appliquer la bonne exposition mais également de calibrer ses couleurs, tu vois, avec toute cette charte de couleurs. On va avoir toutes nos couleurs primaires et secondaires, toutes nos teintes de peau pour qu'elles correspondent bien et qu'on n'ait pas une peau qui soit plus ou moins verdâtre ou magenta, et différentes intensités de gris. Ce n'est pas un outil qui est indispensable et j'ai envie de te dire heureusement, puisque quand je vais te dire le prix, je pense que tu vas pas me croire, on est sur 180 € ce petit passeport vidéo avec tous ces outils là, alors qu'on est sur quelque chose de complètement en plastique, mais ça vaut cher tout simplement parce qu'on est sur des palettes qui sont calibrées en usine pour faire en sorte qu'on n'ait pas du tout de dominante de couleur. Par exemple sur notre blanc, on est vraiment sur un blanc pur. Alors je te le dis tout de suite, ça ne sert à rien d'acheter une copie sur AliExpress ou quoi, parce que ça existe, tu pourras trouver ça aux alentours des 30-50 €, mais ça n'a aucun intérêt puisque le but de cet accessoire c'est d'avoir des couleurs qui sont bien précises et une exposition qui est parfaite. Et donc du coup si tu achètes une copie qui a pour le coup par exemple un blanc pur qui n'est pas complètement pur mais avec une dominante de couleur, enfin bref, on sera pas sur une palette bien calibrée, et en l'occurrence ce genre d'accessoire ça sert à avoir des couleurs parfaitement bien calibrées, donc du coup ça sert à rien d'acheter une copie. Donc j'ai ici le color checker passeport vidéo de la marque Calibrite, c'est la référence, hein, c'est celui qui est le plus répandu, tout simplement parce qu'il est super pratique puisque tu vas avoir quand même pas mal d'outils, pas forcément que pour l'étalonnage mais également lors du tournage, c'est bien pratique. Comme je te l'ai dit, ça coûte un peu cher, alors moi quand j'ai acheté le color checker je me suis un petit peu informé et il existe également une autre marque, j'ai d'ailleurs certains de leurs produits, Datacolor, et Datacolor ils font des color checkers, mais j'ai entendu dire que c'était pas top tout simplement parce que nos petites pastilles, notre petit nuancier, eh bien il était texturé sur les produits de Datacolor et donc parfois on peut avoir certains micro reflets, et ce qui fait que notre couleur, eh bien elle sera pas bien calibrée par la suite. Alors comment ça s'utilise? Déjà dans un premier temps tu vas retrouver cette première charte sur laquelle tu vas pouvoir faire ta balance des blancs. Donc sur ton boîtier, eh bien tu peux directement lancer la balance des blancs automatique sur un point, hop tu mets le color checker devant et puis boum ça va te faire ta balance des blancs. Ici tu vas retrouver une mire de mise au point. Alors comment ça s'utilise? C'est très simple, tu le mets à l'endroit où tu veux faire ta mise au point et puis après directement avec ta bague, eh bien tu vas venir jouer dessus, et le but c'est d'avoir le point au centre avec le plus de détails. Tu peux t'aider du focus picking mais ça se fait très bien à l'œil. En ce qui concerne l'exposition, tu peux te servir du gris 18% qui est juste là, tu peux te servir de n'importe quel outil sur ta caméra, je vais détailler ça. L'objectif c'est que ça se situe à peu près à 42 sur l'échelle IRE, en prévisualisation Rec 709. Donc lorsque ton écran est en affichage Rec 709 et pas en prévisualisation log, hein, je le précise, eh bien tu peux utiliser soit les false color ou même les zébras, hein, qui sont disponibles directement sur ton boîtier. Les zébras sur ton boîtier, tu les paramètres à 42% et puis à partir de là, normalement ça va zébrer sur le gris. Ça veut dire que eh bien, ton exposition est bien faite. Par contre, si jamais dans ta scène il y a des très hautes lumières et que tu es en train de perdre de l'information, que le signal est crête, eh bien là à ce moment-là tu viens exposer ton log par rapport aux hautes lumières. Sinon comment ça se passe lors du tournage pour pouvoir utiliser ton color checker lors de l'étalonnage? Eh bien c'est très simple, tu vas venir le positionner juste à côté de ton sujet et non pas juste devant la caméra, hein. Il faut qu'il soit à la lumière des projecteurs si tu es en studio, et si tu es en extérieur, eh bien vraiment il faut que ça soit à côté du sujet, de la chose que tu vas filmer. Tout simplement parce que je vais prendre l'exemple en studio, si tu le places juste devant ta caméra, eh bien il est possible que la lumière des projecteurs ne touche pas le color checker, alors que si tu le mets à côté de ton sujet, eh bien là pour le coup le color checker va être éclairé, et donc si tu étalonnes sur un color checker qui est à l'ombre ou qui n'est pas à la même exposition que ton sujet, eh bien à ce moment là ça va pas marcher. Donc voilà, mets-le juste à côté de ton sujet. Juste ici tu as un noir glossy, donc c'est un noir brillant, comme tu peux le voir il reflète la lumière. Le but c'est pas qu'il soit blanc comme ici, il faut vraiment qu'il soit noir, donc tu vas jouer avec, hop comme ça tu vas venir le positionner jusqu'à ce que ça soit complètement noir, voilà comme ça, et là on est bon. Donc voilà, le but c'est juste d'enregistrer une image comme ça, et si jamais tu changes d'éclairage, que tu modifies la température, l'intensité ou quoi, et bien rebelote, il faut remettre le color checker à côté. Même chose si tu es en extérieur, de manière générale, dès qu'il y a un changement d'intensité brutal, il faut remettre le color checker, sinon c'est à peu près toutes les 20 minutes. Allez, donc on est parti sur DaVinci Resolve directement dans l'espace étalonnage puisque c'est ici que ça se passe. Pour ce qui est des paramètres du projet, pour tout ce qui est espace colorimétrique de la timeline, je suis sur DaVinci White Gamut, et puis en espace colorimétrique de destination, je suis sur Rec 709A. Voilà pour la petite spécification. Donc j'ai mis plusieurs plans sur la timeline, toujours avec le color checker, et on va commencer par ce premier plan ici qui est tourné avec la FX3 en ProRes RAW. On avait parlé justement du ProRes RAW dans ma dernière vidéo
vidéo et le ProRes RAW a été converti en image DNG puis regroupé en une seule et même vidéo pour pouvoir l'importer directement dans DaVinci Resolve. Si jamais tu ne vois pas de quoi je parle, je t'invite à aller regarder ma vidéo sur le RAW. On va commencer très rapidement, le but n'est pas rentrer dans le détail, par indiquer au logiciel vers quel espace colorimétrique je veux amener mon RAW. Donc ici directement dans la page caméra RAW. Dans dématrissage, je vais me mettre sur plan, voilà, pour vraiment que j'ai la main sur tous les réglages. Et là, ce qui nous intéresse, c'est l'espace colorimétrique. Donc on a le choix avec du Rec 709. Alors en soi, je pourrais mettre Rec 709 si je fais pas beaucoup d'ajustements et que je diffuse directement. Mais étant donné que là, on est quand même sur un fichier RAW, qu'on va travailler l'image et tout ça, et bien si je me mets en Rec 709 directement lors du dématrissage, et bien je perdrai beaucoup de latitude. Ensuite, P3, c'est plutôt large, mais on va préférer Blackmagic Design, étant donné qu'on va reconvertir après vers DaVinci Wide Gamut, je vais t'expliquer ça juste après. Et donc du coup, autant rester sur l'espace colorimétrique de la même marque. Donc on se met sur Blackmagic Design. Pour ce qui est des autres réglages, des métadonnées, on gérera ça dans un second temps. Donc après, il est l'heure d'ajouter des nœuds et on va commencer par convertir notre espace colorimétrique, puisque là, on est directement sur un espace colorimétrique Blackmagic Design, sauf que il va falloir l'amener en Rec 709 par la suite. Donc du coup, sur mon premier nœud, juste là, je vais commencer par rechercher dans mes effets conversion d'espace colorimétrique. Je vais glisser ça sur mon premier nœud. Donc là, grosso modo, pour t'expliquer, ici en entrée, on reçoit un espace colorimétrique Blackmagic Design, gamma Blackmagic Design. Sauf que nous, on va vouloir convertir cet espace colorimétrique là vers un espace colorimétrique universel à DaVinci qui s'appelle DaVinci Wide Gamut. Et c'est une méthode qui va te permettre de l'appliquer à tous les plans, peu importe l'espace colorimétrique, peu importe la caméra, enfin peu importe le plan. Donc ici en entrée, donc sur notre premier nœud, on va indiquer l'espace colorimétrique source et le gamma source. Donc ici on est sur du Blackmagic Design, donc on va taper B sur le clavier et là j'ai le choix entre plusieurs générations. Je vais me mettre sur la dernière génération, Blackmagic Design Wide Gamut Gen 5. Ici sur gamma source, on va se mettre pareil sur Blackmagic Design Film Gen 4, on va prendre le dernier, et cette fois-ci en espace colorimétrique de destination, c'est dans cet espace colorimétrique que l'on va travailler, que l'on va faire tous nos ajustements. On va se mettre sur DaVinci Wide Gamut et gamma DaVinci Intermediate. Maintenant qu'on a converti en Wide Gamut, il va également falloir en sortie convertir vers du Rec 709, puisque c'est dans cet espace colorimétrique là que l'on va diffuser dans la majorité des cas. Donc ce que je vais faire là, tu vois, je l'ai libellé Convert Rec 709, je vais copier ce nœud et je vais le coller sur celui-ci. Les seules modifications qu'il y a à faire, c'est de passer en mappage gamma sur DaVinci. Il va faire tout ça en automatique. Et puis après, dans les espaces colorimétriques de source et destination, on va échanger, puisque ici on était en Wide Gamut, donc on re-rentre en Wide Gamut, donc source Wide Gamut, et puis destination, cette fois-ci, on va se mettre sur Rec 709, et puis Rec 709 également ici. Alors moi, étant donné que je travaille sur Mac, je mets Rec 709A. Ça commence à ressembler à quelque chose. Avant d'appliquer la pseudo autocorrection avec la correspondance des couleurs, si tu as des grosses corrections à faire déjà comme ça de base, eh bien autant les faire maintenant directement dans Camera Raw. Donc imaginons si ton plan il est surexposé ou sous-exposé, eh bien autant faire très grossièrement déjà des pré-ajustements. La prochaine étape maintenant, c'est de jouer avec le Color Checker. Tu vas voir, il y a pas mal d'étapes, c'est pas très compliqué, il faut juste suivre et apprendre. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter un premier nœud, voilà, et ce nœud là je vais l'appeler Color Checker. C'est sur ce nœud là que l'on va dire au logiciel que l'on va correspondre nos couleurs avec le Color Checker. Donc comment ça se passe? Je me rends dans correspondance des couleurs et puis après dans le viewer je vais activer le nuancier, tu vois il est juste là. Alors en fonction du Color Checker que tu as, puisque tu peux voir qu'on peut attribuer plusieurs modèles, eh bien les cases seront différentes et parfois elles seront mal placées. Donc ce que tu peux faire c'est de choisir directement le bon Color Checker que tu vas utiliser. Donc moi ici il s'agit du X-Rite Passport Vidéo, donc c'est parfait. Et puis maintenant la seule étape à faire c'est de faire correspondre les petites cases du nuancier. Tu peux zoomer et maintenant tu vas voir le gamma source et le gamma de destination à indiquer. Alors par défaut il est en auto, je sais pas comment ça fonctionne, mais ici du coup comme on est en DaVinci Wide Gamut, parce qu'entre ces deux nœuds là on est en DaVinci Wide Gamut et puis c'est après ici où on est en Rec 709. Donc là ici gamma source on est sur DaVinci Intermediate, après gamma de destination c'est toujours la même chose et espace colorimétrique de destination c'est DaVinci Wide Gamut. On va cliquer sur match et puis comme tu peux le voir il y a des ajustements qui ont été faits. Juste avant de passer à l'étape d'après, il faut savoir que tu peux faire des ajustements de température. Donc là hop je clique sur match ou je clique sur match pour avoir un rendu plus chaud. Par défaut il est à 6005 donc on va le remettre hop par défaut et puis de toute façon nous on va refaire des ajustements derrière. Et tu as également une autre option qui s'appelle niveau de blanc si j'ai bien compris. Alors en fait il se trouve que parfois sur certains plans quand tu vas faire le match, eh bien ton plan il va être
sous-exposés. Et donc du coup, pour pouvoir rehausser ça et arriver sur quelque chose de plus cohérent, eh bien tu peux cliquer sur niveau de blanc et puis essayer de trouver le bon juste milieu de manière à rehausser un petit peu l'exposition. La prochaine étape, ça va être d'ajouter un premier nœud et puis 4 nœuds en parallèle. Donc pour cela, je suis toujours sur le nœud numéro 3, je viens de l'ajouter, je vais cliquer sur option P 4 fois, enfin 3 fois plutôt pour avoir 4 nœuds. Et puis après, clic droit, nettoyer l'éditeur de nœuds de manière à ce que ça soit un peu plus propre. L'avantage de travailler directement avec les nœuds en parallèle, c'est que ça va nous permettre directement de faire en sorte que chaque nœud soit indépendant et ne dépend pas du nœud précédent. Voilà, ils dépendent uniquement du nœud qui est le color checker en l'occurrence et puis de la conversion. Donc ça va nous permettre d'avoir plus de contrôle sur chaque modification. Je vais faire un libellé sur ce premier nœud et je vais l'appeler exposition. On va faire des ajustements au niveau de l'exposition. Je vais enlever d'ailleurs le nuancier qui est dans le viewer. Donc pour cela, je retourne à gauche et puis je vais me mettre sur sélecteur. Pour ajuster l'exposition, tu vas avoir besoin de 12 outils. Le premier, c'est celui-ci. Dans les scopes, c'est l'oscilloscope. Alors c'est vraiment indispensable, sinon tu pourras pas le faire. Tu peux pas te fier à ton écran. Et ici, comme tu peux le voir, on est sur une échelle 10 bits qui va de 0 jusqu'à 1023. Sauf que tu vas le voir parfois dans les tutos et tout ça, eh bien il parle en pourcentage. Donc par exemple à 70%. Donc ici sur notre échelle, ça serait aux alentours des 700. Sauf que là, trouver 700, c'est compliqué. Donc ici dans les réglages, comme tu peux le voir, tu peux afficher des petites lignes supérieures et inférieures. Tu vois, tu peux gérer cette ligne. Donc comme ça, tu peux vraiment voir très précisément à quel niveau il faut placer telle petite pastille. Pour gérer notre exposition, je pense que tu l'auras compris, on va avoir deux outils. Le premier, c'est celui-ci, tu vois, le plus grand. Où là, ici, on va avoir comme première pastille un noir glossy. Donc c'est un noir brillant qui doit être positionné entre 0 et 100. Après, on va avoir un gris 18%. Donc celui-ci doit être placé aux alentours des 40, 50 sur l'échelle IRE. Donc ici, sur notre échelle 10 bits, entre 400 et 500. Et enfin, un blanc pur où là, ici, on va essayer de le placer aux alentours des 900. Et puis après, pour être plus précis, on va avoir ces deux lignes-là où on a une échelle de gris ici sur la deuxième ligne et puis une échelle qui va du noir au blanc sur la première ligne. La deuxième ligne, l'échelle de gris, elle s'étend de 25 jusqu'à 70%. Donc on n'est pas ici sur un blanc à 100%, contrairement à au-dessus. On va avoir du 25, du 30, du 40, 50, 60 et puis 70%. Donc comment on fait ça? Je me mets sur mon premier nœud expo, on va aller dans les power window et puis après on va cliquer sur la petite plume. On va dessiner un petit rectangle comme ça, assez grossièrement, qui prend les 4 bandes. Et puis après on va vouloir isoler ce masque là de manière à ce que ça nous affiche directement les niveaux dans notre scope. Donc comment faire ça? Si on est directement en Rec 709 en entrée, eh bien on a juste à appuyer sur ce petit bouton là pour afficher le masque. Mais étant donné que là on n'est pas sur du Rec 709 en entrée mais uniquement en sortie, eh bien là comme tu peux le voir ça nous affiche un aperçu log complètement flat, ce qui fait que notre échelle dans l'oscilloscope n'est pas du tout représentatif. Comment pallier à ça? Eh bien directement je désactive le masque. Et puis je vais ajouter une sortie alpha. Donc clic droit, ajouter une sortie alpha. Et puis je relie mon nœud avec sa sortie alpha à la sortie alpha du plan. Donc là on peut voir dans l'oscilloscope les 3 niveaux que l'on va devoir positionner. Pour cela je vais dans les courbes et puis après on va commencer par les hautes lumières. Allez, on va étirer ça jusqu'à à peu près 900, voilà, à peu près par là. Et puis pour les noirs on va les ramener en bas. Hop, je les ramène, mais en étirant les noirs, eh bien ça a descendu mes gris. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remonter mes gris. Donc pour cela, avec la pipette, hop, si c'est pas sélectionné, eh bien je sélectionne le sélecteur. Eh bien je vais cliquer sur la pastille grise et puis là, ça m'a créé un point. Ce point-là, je vais devoir le moduler pour pouvoir le remonter. Mes hautes lumières, elles ont bougé, je vais les retirer un petit peu. Ok, on est pas mal. Mais maintenant, le truc qu'il faut savoir, c'est que normalement, on est censé être sur des pastilles qui sont complètement neutres. Donc qui n'ont pas de dominante de couleur. Donc normalement, eh bien on peut voir que quand je zoome, comme tu peux voir, le rouge, le bleu et le vert, ils sont décalés. Et même chose en haut, comme tu peux le voir, le bleu, il est décalé. Alors que normalement, le rouge, vert, bleu devrait être aligné puisqu'il n'y a pas de dominante. Donc ça devrait être complètement plat. Donc pour faire cela, tu peux zoomer directement dans les scopes avec la touche Option ou Alt. Et puis hop, je zoome. On va commencer par le rouge. Comme tu peux le voir, le rouge, il est un peu plus descendu. Et bien, je vais cliquer dans les courbes sur la courbe rouge. Voilà, pour sélectionner uniquement le canal rouge. Et puis là, hop, tu peux le voir, on a le point qui était créé tout à l'heure. Et bien, je vais essayer de raligner un petit peu tout ça. Donc là, on est bon ici en bas. En haut, comme tu peux le voir, ils sont tous décalés. Donc pareil, on va remonter le bleu. Je clique sur le canal bleu. J'essaie de l'aligner. Le canal vert, puis bleu encore une fois. Voilà, globalement, on est bon. Peut-être que ça a bougé au niveau du gris. Oui, effectivement, je peux redescendre, pourquoi pas un petit peu les rouges. Hop, on peut voir maintenant, si je dézoome, que c'est globalement plutôt bien. Mon exposition a bien été réalisée. Je peux maintenant supprimer mon masque pour que les corrections qu'on a appliquées dans le masque s'appliquent sur la totalité de l'image. Donc je vais retourner dans masque et puis je vais réinitialiser. Et puis voilà, maintenant, on a bien notre color shaker qui tout de suite
a beaucoup plus de gueule. Le problème ici, c'est que comme tu peux le voir, notre ciel il est complètement surexposé. C'est pour ça que après, bien sûr, on va devoir faire des réajustements. Le but du color checker, c'est de pouvoir faire matcher plusieurs caméras ensemble, d'être sûr que notre balance des blancs elle est bien réalisée, que notre exposition elle est bien réalisée aussi, que nos couleurs elles sont bien calibrées, mais encore une fois, ça ne reste qu'un outil. On n'est pas du tout obligé de le suivre à 100%. Là, en l'occurrence, on va être obligé de pas le suivre complètement à 100%, tout simplement parce que mon color checker il était à l'ombre. Comme tu peux le voir, il n'est pas complètement ensoleillé, alors que derrière, pour le coup, on a le soleil qui tape sur la ville, sur Paris et les nuages, ce qui fait que logique, les nuages doivent être beaucoup plus hauts en termes d'exposition dans mes scopes que mon color checker. Maintenant, la seconde étape, on va cliquer sur le second nœud et je vais l'appeler White Balance, balance des blancs. On va faire une petite correction de balance des blancs pour être sûr que ça soit bon. Donc pour ça, hop, je clique sur mon nœud, on va le faire en automatique, on va faire confiance au logiciel. Donc je vais aller dans mes roues primaires et puis juste là, je vais cliquer sur la petite pipette et je vais aller sélectionner ma petite pastille blanche qui maintenant est correctement exposée. Je clique dessus et puis hop, ma balance des blancs est faite. On peut voir que ça m'a fait des petites corrections. Pour vérifier que ma balance des blancs est bien faite ou si tu préfères la faire manuellement, on va utiliser le Vector Scope et puis globalement c'est la même méthode avec les masques. On va aller dans les outils masques, hop, et puis je vais me faire un petit carré juste là. Je relie ça à la sortie alpha comme ça, de manière à ce que ça isole uniquement le blanc. Et là, ce que l'on doit avoir, c'est un point blanc qui doit être complètement au centre. Donc là, globalement, on est plutôt pas mal. C'est très bien. Notre balance des blancs est bien faite. Hop, je réinitialise mon masque. Maintenant, on va s'attaquer aux couleurs. Donc pour cela, je sélectionne mon troisième nœud. On va le renommer hop color. Et comme tu l'auras deviné, on va prendre la rangée de couleurs qui est ici. C'est nos couleurs primaires et secondaires. Et pour cela, encore une fois, on va s'aider du Vector Scope. On va le paramétrer. Donc pour cela, on va aller dans paramètres. Et puis on va cliquer sur zoom x2. De cette manière-là, ça va réellement faire un x2. Et puis là, en gros, le but, ça va être de faire matcher nos petites pastilles, tu vas comprendre, avec les cases qui sont juste là. Alors les cases, à quoi elles correspondent? Elles correspondent à 75% de saturation. Donc ici, si j'ai une couleur qui est dans cette case-là, elle est à 75% de sa saturation. Et si elle est dans l'autre case qui est juste là aux extrêmes, c'est à 100% de saturation. De manière générale, pour de la diffusion du broadcast, on évite de dépasser 75% de saturation. Donc le but, c'est qu'il n'y ait aucune couleur qui dépasse les 75%. Donc voilà, j'active bien mon zoom x2. Par ailleurs, tu peux activer l'indicateur de couleur de peau. Tu vois, ça va t'afficher une petite ligne qui est juste là. Ça va nous servir juste après. Pour calibrer nos couleurs, il y a plusieurs manières de faire. Ici, je vais t'apprendre une méthode qui marche très bien, c'est sûr à 100%, mais tu peux également utiliser le Color Warper, le déformation couleur en français. Si tu l'utilises, je te conseille de mettre le minimum de points. Donc tu te mets sur 6 branches et puis 6 points comme ça. Ça va te permettre de faire en sorte qu'il y ait moins de déformation au niveau des couleurs, que ça n'attire pas une autre couleur par la suite. Je vais te montrer une technique qui marche à 100%. Donc on va aller toujours dans les courbes et puis là on va se rendre dans U vs U. Et comme tu peux le voir là, on va avoir 6 points qui correspondent directement aux 6 capsules de notre color checker. On va pas sur un autre nœud, on reste sur celui-là. Donc je clique sur chacun des points et puis là le but encore une fois, ça va être d'isoler notre rangée de manière à avoir uniquement cette rangée dans le Vector Scope. Donc je vais dans masque, je crée un petit rectangle dessus, je relie ce nœud à la sortie alpha de manière à l'isoler et puis là comme tu peux le voir, on a uniquement nos petites pastilles de couleurs qui apparaissent. Donc là le but dans U vs U, ça va être d'aligner nos petites pastilles, nos petites taches de couleurs qui sont juste là, nos petits points, avec directement les cases. Voilà, c'est déjà bien pour une première modification. On pourra revenir après de toute façon. Maintenant le but, ça va être de faire en sorte que les taches soient dans les cases. Donc là maintenant on va dans U vs Sat, je réactive tous mes points, hop, et puis là le but ça va être de descendre ou monter les pastilles de manière à les amener dans la case. Là on peut voir que c'est plutôt pas mal, mais j'ai des ajustements à faire dans U vs U, donc je retourne là-dedans, je vais prendre mon bleu puisqu'il n'est pas parfaitement là-dedans, hop, et puis pareil, je fais ça pour chaque couleur si j'ai besoin de réajuster. Maintenant on rebolote, on va enlever notre masque de manière à ce que ça s'applique sur la totalité de l'image. Sur ce dernier nœud, tu l'auras compris, on va se servir de la troisième ligne qui est juste là en partant du haut, qui correspond à la couleur de peau. Donc je vais faire hop un petit masque dessus, je le relie à la sortie alpha, et là comme tu peux le voir, on va avoir un petit nuage qui est très proche de cette petite ligne de peau. Alors parfois il est un peu plus écarté ou pas. On peut voir que c'est un poil décalé. On va faire un petit ajustement. Alors il y a plusieurs méthodes de le faire, mais là le plus simple avec le nouvel outil de DaVinci Resolve en version 19, ils viennent de l'introduire, et bien c'est d'utiliser le Color Slice. Et dans Color Slice, on va avoir un outil pour la correspondance de peau. Voilà, tu vois, il s'appelle peau ou skin tone. Donc là on va cliquer sur ce petit bouton là qui va te permettre de mettre en avant, enfin de voir un petit peu ce qu'il a sélectionné. Donc là on peut voir qu'il sélectionne toutes les pastilles, donc c'est parfait. Et là en l'occurrence on veut faire balancer notre petit nuage de gauche vers la droite. Donc on va utiliser le teinte qui est juste là, et puis hop, en jouant sur ce réglage, et bien je peux voir que je peux ajuster la teinte. Donc là c'est parfait, on est parfaitement
parfaitement aligné. Maintenant on se retrouve avec un color checker qui est parfaitement bien étalonné, qui correspond parfaitement avec ce qu'il doit être. Le problème c'est que comme je te l'ai dit tout à l'heure, eh bien on était à contre-jour, c'est-à-dire que notre color checker il était à l'ombre et l'arrière-plan était complètement surexposé. Là en l'occurrence c'est pas le meilleur des exemples que je t'ai donné, puisque bah forcément là on va devoir faire plein de réajustements de manière à réexposer notre scène. Mais en théorie si ton color checker est exposé de la même manière que ta scène, eh bien il n'y a aucune raison que tu dois faire de changement d'exposition, normalement ça devrait être bon. Donc là à l'aide d'autres outils et puis les courbes, sans toucher à la saturation ou quoi, hein, uniquement les courbes et puis l'exposition en général, hein, eh bien je suis venu rééquilibrer ma scène. Et puis là on est maintenant sur un plan neutre, maintenant c'est à moi de choisir si je veux récupérer plus ou moins les hautes lumières, ajouter un certain look. Voilà pour ce premier exemple, comme ça tu as compris le principe. Je vais prendre ce plan en studio, donc logiquement si j'étalonne mon color checker, ça va correspondre avec l'arrière-plan puisque la scène est exposée exactement de la même manière. Donc juste histoire de pas tout refaire, je vais faire un clic droit sur mon plan que j'ai déjà étalonné et je vais faire appliquer l'étalonnage. Et puis là je vais juste réinitialiser tous mes nœuds. Là en l'occurrence on était sur un plan qui était tourné en S-Log 3. Donc là pour le coup je vais devoir changer mon espace colorimétrique d'entrée. Donc je vais aller dans effet et puis je vais sélectionner mon premier nœud de conversion. Et puis dans espace colorimétrique source on va se mettre sur S-Gamut 3 Ciné et puis Gamma S-Log 3. Le processus est le même, donc là j'ai récupéré le même arbre à nœuds sauf qu'il est vierge. Tu peux également enregistrer cet arbre à nœuds si tu souhaites le réutiliser pour de prochains projets. Donc pour cela tu fais clic droit, capturer comme image de référence et puis après dans la galerie tu vas prendre ce nœud que tu vas mettre dans tes power grade, donc c'est tes images de référence. Donc hop tu le prends, tu le glisses ici et puis comme ça cet étalonnage là, eh bien ça sera ton image de référence. Après tu peux le libler, pourquoi pas, donc changer de libellé et puis là tu peux mettre color check, comme ça tu sais que ce plan là, eh bien c'est ton arbre à nœuds color check. Je double clique et puis hop il s'importe directement sur ce plan là qui était alors complètement vierge. Je me mets sur mon passeport vidéo, hop j'active mon nuancier, je clique sur match. Voilà, ça c'était avant et maintenant ça c'est après. Donc comme tu le vois on se trouve avec quelque chose de beaucoup plus cohérent sur lequel on va pouvoir travailler proprement. Un autre exemple, en fait il faut savoir que le color checker est très souvent utilisé pour faire matcher plusieurs caméras ensemble, puisque tu le sais probablement, mais même si on règle deux caméras de même marque de la même manière, eh bien on va avoir des couleurs qui seront différentes et donc du coup le color checker ça te permet réellement de faire matcher ça. Par exemple là j'ai une image qui est prise avec la FX3, je te mets le vector scope juste à côté et puis là maintenant j'ai une image qui est prise avec l'iPhone 15 Pro. Tu vois au niveau du vector scope, eh bien c'est plutôt similaire, mais voilà comme tu peux le voir quand tu regardes le color checker tel quel, eh bien franchement c'est vraiment la même chose. Et puis tu le vois au niveau des pastilles hein, dans le color checker, tu vois c'est ces petits nuages là, hop, eh bien elle reste globalement à la même position sur les deux images. Et puis après avec toutes les modifications qu'on a vu tout à l'heure, tu vas venir les faire matcher. Bon bah voilà pour ma vidéo sur le color checker. Donc c'est un accessoire qui est bien pratique, c'est pas du tout quelque chose que on va utiliser régulièrement, c'est vraiment sur des tournages bien particuliers où on en a le besoin. C'est vraiment quelque chose de très pratique pour le tournage, même si tu l'utilises pas forcément lors de l'étalonnage hein, mais pour le tournage ça te permet vraiment d'avoir la bonne exposition, que ton log soit bien exposé. Donc bah voilà, je te mets bien sûr tous les liens dans la description. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner pour en voir plus, à des questions, c'est dans les commentaires. N'hésite pas à me suivre sur Instagram et à partager cette vidéo. Je te mets le code créateur Lucas à mettre dans le panier dans la boutique IPLN pour toute commande. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!